Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 9 avril 2022. Donc voilà, on est à la veille du premier tour de la présidentielle. Alors bon, le but de cette vidéo n'est pas de parler des présidentielles, hein. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Alors cette vidéo va porter, alors le thème sera sur le jeu de poker des banquiers centraux. Alors j'en parlerai un peu plus dans le détail, hein, durant cette vidéo, parce qu'effectivement on a des banquiers centraux qui envoient des messages assez durs, surtout aux États-Unis, par rapport à l'inflation, à la lutte contre l'inflation. Mais, on se demande, est-ce qu'ils ont, réellement la capacité, de faire ce qu'ils annoncent, en fait, ce qu'ils ont annoncé? Et ça va être un énorme enjeu, heu, pour, les investisseurs, mais également pour les épargnants. Alors je vais y revenir un peu plus tard, hein, dans cette vidéo, mais voilà, c'est un petit peu le thème qui, à mon avis, va nous préoccuper durant ces prochaines semaines, prochains mois. Alors je rappelle, hein, les disclaimers, hein, voilà, il faut vraiment faire attention, quand on investit, soit se former si on veut le faire soi-même, soit, passer par un conseiller en investissement, un conseiller en gestion de patrimoine, aguerri, qui pourra vous accompagner dans vos investissements. Alors je commence, hein, toujours, hein, d'abord l'actualité, géopolitique, économique, sanitaire. Alors l'actualité géopolitique, la guerre entre l'Ukraine et la Russie semble marquer une pause, hein. On a les Russes qui ont quitté la région de Kiev, et a priori, on a un petit peu une espèce de c'est un petit peu le calme avant la tempête. Alors pourquoi? Parce qu'a priori, une résurgence du conflit est à redouter dans les 3 prochaines semaines. Alors pour une simple raison, hein, Vladimir Poutine, clairement, il n'a pas réussi son 1er coup, hein. La prise de Kiev et le renversement de Zelensky, pour mettre à la place quelqu'un qui est affilié à Moscou. Visiblement, cette stratégie n'a pas marché, mais il ne peut pas, il peut pas rester là-dessus, c'est pas possible. Il peut pas, il y a eu beaucoup de soldats russes qui ont été tués, heu, ça paraît compliqué pour lui de rester là-dessus, et a priori, il va essayer de marquer le coup avant la date du 9 mai, et donc du coup, à défaut d'avoir pris, Kiev, il n'est pas exclu que l'on ait un très fort regain de violence, notamment dans l'est de l'Ukraine, heu, ce qui va permettre en fait au président russe, qui pourrait annoncer le jour de la fête de la grande de la grande guerre patriotique, qu'il a pu, grâce à son intervention en Ukraine, libérer, hein, je mets des guillemets, hein, bien sûr, libérer, une partie de l'Ukraine, des néo-nazis. Alors bon, pourquoi cela? Ce qu'il faut savoir, c'est que le 9 mai en Russie est une date très, très importante, parce que nous, en Europe de l'Ouest, on célèbre la fin de la deuxième guerre mondiale le 8 mai. Mais en Russie, la célébration, la fin de la guerre, elle a lieu une journée après, hein, à cause des fuseaux horaires, donc c'est le 9 mai. Et pour les Russes, ils n'appellent pas ça la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ils appellent ça la grande guerre patriotique, où 20 millions de Russes ont trouvé la mort durant cette guerre finalement de libération, du territoire soviétique, hein, puisque, je rappelle, durant la deuxième guerre mondiale, ce sont les nazis qui ont lancé l'offensive, hein, avec l'opération Barbarossa, démarrée le 22 juin 41, et ce sont les soviétiques qui ont réussi à, heu, à empêcher finalement, Hitler de prendre, d'envahir l'Union soviétique, et ce qui a marqué d'ailleurs la fin, la chute des nazis, notamment avec les batailles de Stalingrad et de Koursk. Et donc du coup, Vladimir Poutine veut rebondir sur ce héroïsme patriotique des Russes, hein, des Soviétiques, hein, qui les ont précédés, pour annoncer une victoire en Ukraine, et la condition que ce soit une victoire,
à défaut d'avoir pris Kiev, c'est d'avoir libéré la population russophone des néo-nazis, ukrainiens. Alors, évidemment, il y a beaucoup de propagande, hein, bien évidemment. Je rappelle que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et non l'inverse. Néanmoins, il faut pas oublier non plus qu'en Ukraine, la population ukrainienne est aussi hétérogène, hein, indépendamment des russophones. Vous avez des Ukrainiens qui sont très europhiles, qui veulent rejoindre l'Europe, notamment Vladimir Zelensky, mais vous avez une mouvance en Ukraine qui est hyper nationaliste, hein, qui ont même notamment la milice Azov qui répand la terreur, notamment chez les russophones, et qui arbore des croix gammées qui ont des tatouages de croix gammées. Donc il y a une petite partie dans ce que dit Vladimir Poutine, il y a une petite partie de choses qui sont pas nécessairement fausses, hein. Il y a au sein de l'armée ukrainienne des éléments qui sont très 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 nationalistes et qui ont même une certaine nostalgie du Troisième Reich. Donc évidemment, Poutine veut essayer de profiter, hein, de stigmatiser ces éléments qui sont minoritaires en Ukraine pour dire qu'il a gagné une bataille, notamment sur la ville de Mariupol. Donc on risque d'avoir un regain de violence d'ici le 9 mai, un regain de tension, de guerre. Malheureusement, je le crains d'atrocité, hein, pour la population civile qui n'a rien demandé. Il risque d'y avoir des débordements, des atrocités, des choses assez difficiles à soutenir et qui pourraient aussi provoquer des mouvements, une tempête notamment sur les marchés financiers d'ici le 9 mai. Donc vraiment, il va falloir surveiller le développement de l'actualité en Ukraine d'ici le 9 mai prochain. Alors je termine, hein, je passe sur ce volet géopolitique. Sur la macroéconomie, pas beaucoup de nouvelles cette semaine, hein. Donc les dernières statistiques n'indiquent pas pour le moment un ralentissement de l'inflation, ni de la croissance. Donc pour le moment, la macroéconomie, on est toujours avec une inflation qui continue de rester soutenue, mais sans que pour le moment, ça ne pénalise la croissance. Donc là, petite parenthèse, hein, profitez-en. L'inflation, elle est certes là. Il y a quand même de la croissance, donc profitez-en, hein, si vous voulez, si vous estimez que votre salaire ne suit pas suffisamment l'inflation. Il y a encore des opportunités à prendre au niveau du marché de l'emploi. Donc n'hésitez pas à profiter encore, hein, du dynamisme du marché de l'emploi et de la croissance parce que ça risque de ne pas durer. Alors sur le plan microéconomique, on a eu une grosse nouvelle, hein, Elon Musk qui rentre de plein pied dans le capital de Twitter et il devient ainsi le dernier des grands milliardaires à prendre la main sur un grand média. Je rappelle, hein, Bill Gates, Jeff Bezos ils ont leurs médias, ils ont fait la razzia pour acheter quelques médias pour véhiculer la bonne parole. Et chez nous, évidemment, en France, hein, on a Bolloré et Bernard Arnault qui aussi détiennent des médias. Donc on a vraiment, voilà, c'est un petit peu à la mode, hein, aujourd'hui. Les milliardaires essayent d'investir dans les médias. Alors c'est un investissement à perte, hein, parce que c'est pas rentable d'investir dans les journaux, mais c'est hyper important pour leur permettre finalement de contrôler l'information et pour se faire passer finalement pour des entre guillemets, hein, des gentils. Alors c'est tout en leur honneur, hein, le système le permet et après tout voilà, le système n'interdit pas à des magnats, à des grands milliardaires de le faire. Après tout, c'est une bonne stratégie, hein, c'est une bonne stratégie. Alors est-ce que le système est bon ou pas? Moi, je suis humble, hein, j'ai pas la prétention de changer le système, mais voilà, le système permet de le faire et c'est pas une mauvaise stratégie. Deuxième nouvelle, hein, UBS qui a publié une recommandation de relèvement d'objectifs de LVMH, dont l'objectif passe de 787 à 807 € le titre. Donc je rappelle qu'aujourd'hui LVMH cote en dessous de 700 €, donc il y a quand même un beau potentiel de quasiment 15% de hausse du titre LVMH. Et donc du coup, cette semaine, hein, a été marquée par une bonne tenue de LVMH et de Twitter évidemment qui a flambé suite à l'annonce de
de Elon Musk d'entrer au capital, ce qui a permis justement de bonnes performances en début de semaine du CAC 40 grâce à LVMH et du Nasdaq grâce à Twitter. Alors sur l'actualité monétaire, la Réserve fédérale envoie des messages de plus en plus agressifs sur les futures hausses de taux. Maintenant, on parle d'une succession de hausses des taux, non plus de 25 points de base, mais de 50 points de base. Alors moi, je suis un peu dubitatif, hein, je vous cache pas. Voilà, c'est un peu le titre de la vidéo, hein, c'est le coup de poker des banquiers centraux. Est-ce que réellement les banques centrales ont les moyens de faire une série de hausses des taux, sachant que les économies occidentales sont surendettées? Est-ce qu'on a les moyens de monter les taux de manière forte pour lutter contre l'inflation? Moi, c'est vraiment une question que je me pose, hein. Alors, je rappelle que suite à la période de stagflation qui a eu lieu dans les années 70, Paul Volcker, face à une inflation qui était à peu près à 8-9%, 10%, donc un peu au-dessus de ce que c'était maintenant, Paul Volcker a monté les taux à 20%. Alors à l'époque, hein, je rappelle, au début des années 80, le poids de la dette par rapport au PIB, par rapport à la richesse aux États-Unis, on était à 20 ou 30%. Le poids de la dette ne pesait que 20 ou 30%. Aujourd'hui, le poids de la dette, il est à 120%. Alors évidemment, ça ne veut rien dire de comparer un stock de dette avec un flux, qui est le PIB, mais si sur ce stock de dette, donc, qui était de 20% dans les années 80 et qui est à 120%, vous rajoutez, vous mettez un taux d'intérêt de 5, 10, voire 20%, comme c'était le cas dans les années 80, bah, clairement, les économies occidentales, elles font faillite. Euh, Mettre des taux à 20% quand vous avez une dette qui est supérieure, un stock de dette qui est supérieur au PIB annuel, et que vous mettez à ça un taux à 20% sur cette bombe qu'est la dette, bah, votre économie, ça va être un peu compliqué. Est-ce que la Réserve fédérale envoie des messages très agressifs en espérant faire refluer l'inflation sans avoir à monter les taux? Parce que c'est un petit peu la stratégie finalement. Ça serait top, hein, ça serait l'idéal. C'est pour cela que les banquiers centraux jouent au poker. En fait, ils parlent, ce sont des communicants. Ils utilisent la communication en espérant que l'inflation va baisser d'elle-même par peur des hausses des taux. Mais si jamais l'inflation ne reflue pas d'elle-même, est-ce que les banquiers centraux auront le courage de faire ce qu'ils ont promis de faire, c'est-à-dire une succession de hausses des taux aux États-Unis comme en Europe? Est-ce qu'ils auront le courage? Moi, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes et je vous en parlerai justement en conclusion de cette vidéo. Alors, je n'oublie pas évidemment l'actualité sanitaire, hein, le Covid qui ne fait plus entendre parler de lui en Europe, fait rage en Chine. La Chine continue à appliquer une politique zéro Covid et à procéder à des nouveaux confinements stricts, et cela amplifie le risque de pénurie dans les prochaines semaines, voire prochains mois, ce qui fait craindre de nouvelles tensions inflationnistes. Parce qu'évidemment, si vous diminuez l'offre de biens, mais que vous avez une demande qui reste toujours soutenue, bah forcément, l'offre et la demande, hein, l'équilibre va s'ajuster par les prix. Et je termine par l'actualité politique, donc, qui a été marquée par des élections en Serbie et en Hongrie, avec notamment la réélection de Viktor Orban en Hongrie et de Alexander Vučić en Serbie. Alors ces réélections ont lieu dans un contexte où ces deux hommes soutiennent implicitement, voire explicitement, la politique de Vladimir Poutine, qui lui-même, hein, Vladimir Poutine, enregistre des records de popularité en Russie, et cela selon des instituts de sondage indépendants. Donc ça, c'est plutôt assez inquiétant. Euh, voilà, bon, les médias mainstream n'en parlent pas. Bon, on a Poutine qui agresse l'Ukraine, mais voilà, les médias n'en parlent pas assez. Vladimir Poutine reste très populaire en Russie parce que une grosse partie du peuple russe
considère que l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'apparente à une opération, je mets des guillemets, de libération des peuples russophones du joug des encore entre guillemets hein, des néo-nazis, de certaines milices néo-nazis en Ukraine. Et ça, c'est assez inquiétant parce que malgré les sanctions, on a un Vladimir Poutine qui reste très populaire en Russie. Et plus inquiétant encore, hein, quand on a demandé aux Russes quels sont quel est l'homme politique euh, qu'ils admirent le plus, qu'ils préfèrent le plus, mort ou vivant, hein, et ben celui qui arrive devant Vladimir Poutine chez les Russes, c'est Joseph Staline. Donc ça, c'est quand même important, hein. Voilà, il faut pas transposer la mentalité qu'on a nous les Occidentaux par rapport à la Russie. Les Russes n'ont pas la même vision que nous autres occidentaux. Et ça, voilà, il faut le comprendre, il faut l'intégrer dans l'équation. Voilà, pour nous, clairement, Staline, par exemple, c'est un bourreau, c'est les goulags, etc. Bah, chez beaucoup de Russes, Staline reste quand même un héros qui a donné à la Russie une grandeur, une dimension internationale. Et beaucoup de Russes voient en Vladimir Poutine quelque part un héritier de Staline. Alors Vladimir Poutine, il a en plus des supporters en Europe, notamment en Serbie et en Hongrie. Donc ça vient compliquer l'équation pour nous autres, hein, Européens. Et encore plus compliqué, même au sein des anti-Poutine, la Pologne, par exemple, hein, les Polonais sont vent debout contre l'ogre russe. Et il y a eu un petit incident, hein, la Pologne a convoqué l'ambassadeur français parce que les Polonais estiment que les Français n'en font vraiment pas assez pour lutter contre l'impérialisme russe. Donc même au sein de l'Europe, on a des tensions de plus en plus fortes qui apparaissent entre certains qui sont pro-Poutine, notamment les Serbes et les Hongrois, et même chez les anti-Poutine, on a des gens qui veulent vraiment aller jusqu'au bout et faire cracher, faire mordre la poussière à Poutine, comme notamment les Polonais, et d'autres qui essayent un petit peu de ménager la chèvre et le chou, notamment les Français et les Allemands, surtout les Allemands qui sont dépendants du gaz russe. Donc ça va être assez compliqué, et je vous en parle parce que les marchés, alors si les médias n'en parlent pas, les grands médias, bah, les marchés, eux, voient tout ça. Et enfin, dernier élément sur l'actualité politique, évidemment, les élections présidentielles françaises. À 24 heures du premier tour, euh, 3 candidats sont en position de se qualifier pour le second tour: Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a 3 situations possibles. Alors là, je vais parler du point de vue des marchés, hein. Je ne suis pas là en train de parler des convictions de chacun, hein. C'est pas du tout mes propos. Je parle pour les marchés boursiers. Alors la situation la plus favorable, évidemment, c'est Macron qui sort très largement en tête avec quasiment 10 points d'avance sur Marine Le Pen. Donc les deux qualifiés seraient Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec 10 points d'avance au moins pour Macron. Là, ça serait une situation hyper favorable pour les marchés parce que évidemment, Emmanuel Macron, c'est quand même le candidat du système, c'est le candidat des marchés, c'est le candidat d'une Europe, on va dire, libérale, une Europe de libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux. Donc ça, les marchés, ils aiment bien. Donc ça, c'est vraiment la situation la plus favorable, on verra. Situation intermédiaire, alors il y en a deux, hein. Soit on a un écart serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc finalement, Macron arrive quand même en tête au premier tour face à Marine Le Pen, mais d'une courte tête. Bon, ça reste une situation plutôt favorable parce que si Macron arrive en tête face à Marine Le Pen, les chances de l'emporter au second tour sont énormes. Et puis, une autre situation intermédiaire, ça serait un second tour surprise entre Macron et Mélenchon. Donc non pas Macron et Le Pen, mais Macron et Mélenchon. Donc ça serait une situation intermédiaire. Pourquoi? Parce que autant Marine Le Pen, on va dire, là encore je parle d'un point de vue des marchés, Emmanuel Macron va pouvoir l'attaquer, notamment sur la Russie, parce que pour le moment c'est Éric Zemmour qui a pris de plein fouet la,
son rapprochement avec Poutine, on va dire, mais Marine Le Pen a été épargnée par cela, mais je la vois je vois mal comment, lors d'un débat face à Emmanuel Macron, elle pourra dissimuler son côté, on va dire, son côté russe voilà, russophile, on va dire et ça pourra la desservir. Voilà, voilà. Alors que, un 2 tour Macron-Mélenchon, ça peut être plus compliqué pour Emmanuel Macron, parce que Jean-Luc Mélenchon ne met pas forcément en avant, la fibre entre guillemets «nationale», patriote contre, Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon va sans doute, heu, vraiment insister, attaquer Emmanuel Macron sur, le scandale McKinsey, sur sa proximité avec les riches. Et Jean-Luc Mélenchon va, sortir ses cartes pour défendre, les infirmiers, les professeurs, les ouvriers et cetera. Et ça pourrait mettre Emmanuel Macron en difficulté, parce que évidemment Jean-Luc Mélenchon il connaît très, très bien ses dossiers. C'est un excellent débatteur et ça les marchés le savent. Donc si on a un deuxième tour Macron-Mélenchon, ça peut être une situation compliqué, pour, Emmanuel Macron et du coup, bah, pas forcément génial pour les marchés. Et on a un dernier scénario, alors qui a peu de chances de se produire a priori, hein, là qui pourrait entraîner, voilà un choc. Ça serait Emmanuel Macron qui est battu au premier tour et on aurait un second tour, Marine Le Pen versus Jean-Luc Mélenchon. Alors là, si dimanche soir, c'est cette configuration qui se produit, alors là, le CAC 40, il va ouvrir, là, on va perdre 20 lundi matin, on va ouvrir à la baisse, on va perdre au moins 10 à 20 direct et les taux français pourraient monter au plafond. Donc voilà un petit peu les 3 situations qui pourraient émerger, des urnes, demain soir. Alors maintenant, je vais passer un petit peu au marché. Donc je vais un petit peu décrire ce qui s'est passé sur les marchés. Alors on va commencer par l'obligataire. Donc là, on a eu une semaine catastrophique sur les marchés obligataires. On peut maintenant parler de crack obligataire, hein. Là, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Les OAT françaises explosent la barre des 1%, hein. Les taux 10 ans français sont à 1,20%. Alors ce qui est inquiétant, c'est pas tant le niveau, hein, il y a 10 ans, enfin en 2008, les taux français étaient à 4%, hein, mais c'est la vitesse à laquelle les taux, montent, hein. C'est ce qui est vraiment inquiétant. En fait, c'est pas tant le niveau, c'est la vitesse à laquelle les taux montent. Je rappelle, il y a quelques mois, on était en territoire négatif, on avait des taux à -0,20. Aujourd'hui, on est à +1,20. Les taux ont pris 1,4% en quelques semaines. C'est énorme, c'est une vitesse, enfin on a une vitesse de remontée des taux qui est très, très violente. Et ce qui c'est d'autant plus inquiétant, c'est qu'on part d'un niveau de taux qui est très faible, qui est même négatif. C'est-à-dire que avec des taux négatifs, la dette de la France rapportait de l'argent au fisc, mais maintenant avec des taux positifs et qui sont même à 1,20%, bah, la dette, qui est énorme, dont le poids est à 120% du PIB, va coûter de plus en plus cher aux finances publiques françaises. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que ce qui est inquiétant, c'est la vitesse d'augmentation des taux d'intérêt, du fait qu'on part de taux négatif à un taux positif, voire même fortement positif. Et enfin, troisièmement, du fait qu'on a un stock de dette qui représente 120% du PIB. Alors que, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans les années 80, on n'était qu'à 20% du PIB. Là, on est à 120% du PIB. Donc si on a des taux qui montent, qui sont assis sur une dette qui est énorme, bah, on va avoir une charge d'intérêt de la dette, des mensualités que doit rembourser l'État à ses créanciers, qui vont devenir de plus en plus élevées. Et ça peut être très inquiétant pour l'évolution de l'économie française. Alors, pour l'inflation, là, les courbes, alors là, l'inflation, donc les OATI, donc les obligations indexées inflation, semblent marquer le pas, hein. On a une valorisation des obligations indexées inflation qui baisse un petit peu. Mais cela n'indique pas nécessairement que l'inflation anticipée chute, car en fait la valeur d'une obligation indexée inflation, elle dépend de l'inflation, mais elle dépend aussi des taux nominaux.
Or, comme les taux nominaux ont flambé, ont énormément augmenté, même si vous avez une inflation qui persiste, bah, ça peut envoyer un signal de baisse de valorisation des obligations indexées à l'inflation, mais ça ne veut pas dire que l'inflation baisse. C'est surtout là aujourd'hui, on a un effet de hausse des taux qui est tellement fort, finalement, qu'il quelque part, qu'il freine l'appréciation des obligations indexées à l'inflation. On a en fait une vitesse d'augmentation des taux nominaux qui aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, est supérieure à la vitesse d'augmentation de l'inflation. Bon, moi je vous en parlerai, hein, je pense que ça va être difficilement tenable, hein, cette histoire, parce que on a une inflation qui est supérieure à 5%, et je vois mal les taux pour vaincre l'inflation monter à 5%. L'économie française n'a clairement pas les reins pour supporter des taux d'intérêt à 5%. Voilà, donc pour moi, c'est une bataille, heu, c'est une bataille qui m'a l'air assez mal engagée, des banques centrales. Alors je termine sur cette partie obligataire, sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc on a maintenant une courbe des taux aux États-Unis qui tend à s'inverser, et ça en fait, ça prévoit, une entrée de l'économie américaine en récession à horizon 12 à 18 mois. Et donc ça en fait, c'est, voilà, le fait qu'on ait une courbe des taux qui tend à s'inverser, en fait, ça montre que les banques centrales, notamment la Fed, va avoir du mal à monter les taux, à 5-6%. On sent qu'il y a une espèce de plafond de verre de vitesse de remontée des taux qui se situe à peu près 3%. Voilà. Donc ça, c'est aussi à surveiller, hein, la courbe, la pente de la courbe des taux, c'est aussi un élément à prendre vraiment, de manière, il faut prendre ça au sérieux parce que statistiquement, hein, les inversions de courbe des taux ont très souvent précédé une récession et en corollaire une chute des marchés financiers. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui qui est plutôt inquiétant pour les marchés. Alors justement à propos de marché, hein, je vais passer aux actions. Alors, je vais parler maintenant du CAC 40, hein, sur lequel je vais évidemment m'attarder un petit peu. Alors on a eu donc d'abord une forte chute, hein, suite à la crise ukrainienne, hein, puis un fort rebond, hein, on a rebondi très fortement pour repasser la zone des 6 500. Et là, en fait, depuis maintenant 3 semaines, on oscille entre 6 500, 6 700. On a fait une tentative, de franchissement des 6 700 qui a avorté avec une deuxième tentative plus basse, mais ça a avorté à nouveau. Et puis cette semaine, le CAC 40 a fait une incursion sous les 6 500. On a même été tester les 6 450 et on a fini la semaine au-dessus de 6 500. Donc on a un CAC 40, hein, qui continue à fluctuer, on va dire, entre 6 500 et 6 700 points, avec toujours, hein, cette guerre entre les acheteurs qui essayent de défendre les niveaux des 6 500 points et les vendeurs qui défendent le niveau des 6 700 points. Alors si on prend un peu plus de hauteur, en page ou si on regarde le CAC 40 en pas, on va dire plutôt quotidien, journalier, là, on voit, toujours cette magnifique épaule tête épaule, hein, je vous en parle déjà depuis plusieurs semaines, et ce qui est inquiétant, et là je continue à le dire, c'est que la baisse, parce que beaucoup de gens, en fait, notamment sur LinkedIn en message privé, me disent: «Ouais, mais le CAC, regarde après le covid, tout le monde croyait que le CAC, allait s'effondrer, il a super bien rebondi». Oui, sauf que le covid est intervenu un peu comme un signe noir qui a cassé la tendance haussière. Donc en fait, la chute, la baisse du CAC 40, en fait, elle n'était pas du tout prévue. C'est vraiment le covid qui a provoqué la baisse du CAC 40. Là, certes, il y a la crise ukrainienne qui a accéléré la baisse du CAC 40, on le voit sous les 6 000 points, mais
on voit que la baisse du CAC 40, elle a commencé déjà dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, on a eu la tête, hein, le record absolu du CAC 40, le 4 janvier à quasiment 7400 points. Puis on a eu une première grosse baisse, une première grosse alerte sous 6800 points, avant l'épaule du 9 février, et une nouvelle baisse, un nouveau début de baisse, avant même le déclenchement de la crise ukrainienne. Donc ça c'est important, c'est que les marchés étaient déjà fragiles avant l'arrivée de la crise ukrainienne, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il y avait eu le Covid. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, c'est les banques centrales. Ce sont les banques centrales. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, on était en déflation. Le pétrole, ça je le rappelle, le pétrole était à 20 $. 20 $ le baril. Les banques centrales, elles avaient énormément de cartouches à tirer, planche à billets notamment et baisse des taux, pour faire redémarrer l'économie et les bourses. Aujourd'hui, on a une inflation à 5% en Europe, on a une inflation à 7,5% aux États-Unis, on a un pétrole à 100 $ le baril, on a le blé, le cuivre, le nickel, enfin les matières premières qui sont à des records historiques. Les banques centrales, en cas de baisse des marchés, ont très peu de cartouches pour relancer la machine, ce qui n'était pas le cas durant la crise du Covid. Donc c'est pour ça que moi, je suis quand même très perplexe sur... Alors je radote, hein, je sais, mais c'est important, en tant qu'investisseur, c'est important d'intégrer cela. Moi je suis perplexe parce que, d'une part, les marchés avaient déjà commencé à baisser avant le déclenchement de la crise ukrainienne, et d'autre part, les banques centrales, qui avaient été à l'origine du grand mouvement haussier, excusez-moi, du grand mouvement haussier des marchés après le Covid, bah là, les banques centrales, elles ne peuvent pas jouer le même tempo. Elles n'ont plus les cartouches qu'elles avaient en 2020. Donc c'est ce qui me rend un peu perplexe sur la capacité des marchés à aller chercher de nouveaux records historiques. Notamment les marchés européens qui sont en première ligne face au conflit russo-ukrainien. Alors, pour les marchés américains, alors sur le Dow Jones, la situation est un peu plus favorable qu'en Europe, hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, les Américains sont moins dépendants du gaz et du pétrole russe. Donc ils ont les capacités finalement de résister aux contre-sanctions des Russes. Et ça se voit évidemment sur les marchés boursiers. Alors on a toujours un marché américain qui est fragile, qui s'est fragilisé, mais qui reste plus résilient par rapport au marché européen et notamment le CAC 40. Néanmoins, on voit que le Dow Jones n'arrive pas à s'extraire, hein, de cette ligne rouge, hein, cette tendance en fait, cette ligne de résistance baissière, hein, qui part des records historiques du Dow Jones, hein, et qui continue. On voit que l'indice Dow Jones a du mal à s'extraire de ce canal baissier. Alors pour le Nasdaq, la situation est beaucoup plus compliquée que pour le Dow Jones, hein. Il a tenté de franchir la résistance des 15 000 points. On a eu un très beau en début de semaine, un beau rallye du Nasdaq, notamment grâce à l'effet Musk, hein, Elon Musk, qui a officialisé, qui a surpris en annonçant qu'il allait rentrer dans le capital de Twitter, ce qui a fait flamber évidemment l'action de Twitter et d'autres actions, hein, notamment Tesla, d'autres actions du Nasdaq, ce qui a permis au Nasdaq de faire une incursion au-delà de 15 000 points, mais le soufflet malheureusement est retombé et on voit, si on prend de la hauteur, hein, on regarde, on voit
Le Nasdaq, hein, qui était quasiment à pas loin de 17 000 points, c'est ses records historiques, qui a commencé à baisser avant le déclenchement de la crise en Ukraine, qui a retenté un beau rebond, un bon rebond, hein, comme le Dow Jones, le CAC 40, mais qui vient buter sur la résistance des 15 000 points avant de rebaisser, et ce malgré l'effet l'effet Elon Musk sur l'action Twitter. Donc là, on a une situation graphique sur le Nasdaq qui aussi devient de plus en plus fragile, sachant que, moi j'essaye de ne pas regarder que l'analyse graphique, sachant que, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le Nasdaq est beaucoup plus sensible à une remontée des taux que le Dow Jones. Pourquoi? Parce que les perspectives de bénéfices des entreprises high-tech, ils ont lieu plus à long terme que des entreprises dites value du Dow Jones ou même du CAC 40. Et donc forcément, plus vos perspectives de bénéfices se situent à long terme, et plus vous êtes sensible à une hausse des taux d'intérêt. Parce que évidemment, les taux d'intérêt tendent à éroder vos profits. Plus vous pensez que vous allez faire des profits dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et plus une simple remontée des taux va pénaliser votre business plan. Si votre business plan, c'est de faire des bénéfices dès 2022-2023, ma foi, si vous avez une hausse des taux, ça va pas trop vous pénaliser. Maintenant, si vous pariez sur des bénéfices dans 5 ans et dans 10 ans, mais qu'entre-temps les taux prennent 2% ou 3%, bah 2 ou 3% cumulés sur 10 ans, bah à la fin, ça peut transformer un bénéfice futur en perte. Et ça peut vraiment provoquer de gros dégagements sur un indice comme le Nasdaq. Alors je continue sur les actions avec la Chine. Donc on a eu un très très beau rebond sur la zone des 12 000 points, donc qui est quand même quand on regarde, hein, quand on regarde l'indice de la Chine en pas hebdomadaire, hein, donc qui remonte à plus de 10 ans, on voit que l'indice chinois, il est, il est porté par un canal haussier qui est cette ligne rouge et qui passe par 12 000 points au moment où je vous parle. Et là, on a eu une tentative, hein, de baisse de l'indice chinois sous ces niveaux, hein, sur le niveau des 12 000 points. On a eu un très 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 bon pullback, un très très bon rebond. Et ça c'est très positif pour, pour l'indice chinois. Alors néanmoins, sur le court terme, c'est très positif. Néanmoins, il faut que l'indice chinois arrive à repasser la, la zone des 14 500 points, qui était un très très gros support. Et là, quand on regarde en pas journalier, on voit, hein, cette ligne en pointillé qui est 14 500 points. On voit, hein, l'indice chinois a rebondi plusieurs fois sur 14 500 points avant d'enfoncer ce niveau. Et là, malheureusement, il est toujours en dessous de ce niveau. Et là, quand on zoome cette fois-ci en pas horaire, on voit qu'on a eu un très très beau rebond sur la zone des 12 000 points. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, malheureusement, l'indice chinois n'arrive pas à dépasser les 14 500 points. Et tant que ce niveau des 14 500 points n'est pas franchi à la hausse, la configuration restera fragile, hein. On va faire le ping-pong en fait entre 12 000 points, qui est quand même la tendance haussière de très long terme de l'indice chinois, et 14 500 points, qui est la première grosse résistance majeure à franchir. Alors l'Inde, l'Inde c'est un bon proxy à jouer, parce que c'est un des marchés qui performe le mieux, depuis, la fin de la crise du Covid. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois quelque part, sont dans le collimateur des Occidentaux, parce que, les Occidentaux, notamment les Américains, attendent à ce que les Chinois condamnent l'attitude de la Russie. Donc il y a un risque, les marchés anticipent un risque de sanctions aussi sur certains pans de l'économie chinoise. Donc évidemment la Chine souffre. Par contre, personne ne parle de l'Inde, qui n'a pas non plus condamné la Russie, qui n'a fait aucune sanction vis-à-vis de la Russie,
et personne finalement ne condamne, enfin personne n'attaque l'Inde. Alors que pourtant l'Inde a quasiment la même attitude que la Chine vis-à-vis de la Russie. Donc l'Inde est finalement dans une position qui est assez intéressante parce que il continue à commercer normalement avec les Russes, comme les Chinois, mais il n'attire pas du tout l'attention sur eux. Et donc du coup, bah, finalement, l'économie indienne continue à faire son petit bonhomme de chemin et on voit la bourse indienne qui qui résiste très très bien. On est quasiment pas loin des records historiques. On a quasiment voilà, on a fait plus qu'effacer le début de la crise ukrainienne. Donc la bourse indienne réussit, s'en sort très très bien parce que pendant que les regards sont tournés sur la Russie, bien évidemment, l'Europe qui souffre des sanctions qu'elle impose à la Russie et la Chine qui attire les regards sur elle, bah, l'Inde continue à faire son petit bonhomme de chemin sans attirer l'attention. Donc l'Inde, c'est un bon marqueur. Pareil, hein, pour l'Afrique du Sud, hein, l'Afrique du Sud qui est aussi, hein, comme l'Inde, qui n'a pas condamné la Russie, qui continue à commercer avec la Russie et qui en plus a, beaucoup de matières premières et qui profite finalement, qui surfe sur la vague d'appréciation des matières premières. Donc c'est aussi une belle zone à jouer sur le marché actions, les actions Afrique du Sud, parce que finalement, ils sont un petit peu, ils profitent de la hausse des matières premières en, heu, tout en finalement, commerçant avec la Russie, mais sans attirer l'attention, on va dire, des occidentaux. Alors pour le Brésil là, la situation, elle est un peu plus compliquée. On voit que, voilà, il y a des c'est compliqué pour le Brésil. Hem, on voit que contrairement aux autres pays, le Brésil a eu beaucoup de mal à se remettre de la crise Covid. On voit que Bolsonaro, heu, n'a pas très bien géré la crise du Covid, hein. Jusqu'à maintenant, voilà, il considère que le Covid, c'est une petite grippette et cetera et malheureusement, le Covid a fait énormément de dégâts, au Brésil, hein. Le Brésil paye un très, très lourd tribut face à la pandémie et il y a eu malheureusement, voilà, enfin, avec les arrêts maladie et cetera, bah, vous avez eu finalement un gros ralentissement de la bourse, enfin de l'économie brésilienne qui se répercute sur les cours. Les cours en bourse, hein, on voit que la bourse brésilienne, elle souffre, enfin voilà, elle n'est pas très très bien orientée et ça on voit que ça date bien bien avant la crise ukrainienne, hein. On voit que on voit qu'on est quand même aujourd'hui, on est en dessous de du niveau de la bourse brésilienne en début de l'année 2021. Donc on voit que le Brésil, en fait, heu, n'a pas très, très bien géré, la crise Covid. Par contre, heu, par rapport au CAC 40 notamment, le Brésil souffre moins des retombées de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un très, très bon indice de diversification par rapport à l'Europe, parce que le Brésil n'a pas très, très bien géré la pandémie du Covid. Par contre, il semble être plus résilient par rapport à la crise russo-ukrainienne. Donc voilà, c'est un indice qui peut être intéressant, dans le cadre d'une, diversification par rapport à l'Europe. Donc voilà un petit peu, hein, sur les indices actions, hein. Donc j'essaye, vous voyez, d'enrichir un petit peu, de ne pas regarder que le CAC 40, mais d'essayer finalement, de balayer plusieurs grands indices, des 5 continents, parce que là encore, hein, c'est ma philosophie, ma théorie, heu, pour moi, pour résister sur le long terme, pour gagner de l'argent sur le long terme, il faut investir, mais il faut aussi se diversifier. Alors je vais passer aux métaux précieux. Alors sur les métaux précieux, l'or, l'or n'a pas fait grand chose cette semaine, hein, voilà, il y a eu en début de la crise ukrainienne, il y a eu beaucoup d'agitation, sur l'or, mais là, cette semaine on consolide, hein, il faut être patient.
Il faut être très patient. Heu, voilà, il a pas fait grand chose et en fait pour mieux situer ce que fait l'or, bah, si on il faut regarder en pas hebdomadaire et là on voit que l'or avait tenté un premier record historique en 2020 avant de consolider, de faire une espèce de bol ici, de consolider puis de repartir à la hausse suite au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et là on voit que l'or est en train de rebaisser et là on est en train de consolider autour des 1900-1950 dollars l'once. Et là, en fait, pour moi, il y a pour moi, il y a finalement deux solutions possibles. Soit on est en train de souffler avant de repartir à l'assaut des 2100 points et là, d'exploser, d'aller vers de nouveaux records. Soit on a eu deux pics ici, espacés de 18 mois. Et là, soit on va rebaisser pour finalement s'inscrire dans une tendance baissière. Moi, je vois que deux cas. Et ça, c'est très intéressant parce que des futurs mouvements de l'or, en fait, découleront la manière dont les marchés perçoivent la politique des banques centrales. Donc ça va être très très intéressant. L'évolution future des cours de l'or nous donneront une très bonne indication de la crédibilité des banques centrales aux yeux des marchés. Alors pour l'argent, c'est à peu près la même situation, hein. On a alors la différence près, c'est que, suite à la crise entre la Russie et l'Ukraine, l'or est venu chercher ses plus hauts historiques. L'argent a fait une pointe, mais très loin, des 30 hein, l'once. On a été taper les 26-27 l'once. Donc on est quand même la situation sur l'argent, elle est beaucoup plus dégradée que sur l'or, hein. L'or a une configuration aujourd'hui plus solide que l'argent. Néanmoins, ce qu'il faut voir sur le long terme, c'est que l'argent, en fait, a tendance à être corrélé à l'or sur le long terme. Donc si on pense que l'or est prêt et parti pour casser ses records historiques et aller vers 2200-2300 l'once, ben, paradoxalement, ça pourrait être très intéressant d'investir sur l'argent, parce qu'on sait que l'argent va laguer les prix de l'or avec du retard. Donc si on pense que les banques centrales ne sont pas crédibles, qu'elles pipotent, qu'elles jouent au poker, qu'elles prétendent avoir une paire d'as alors qu'elles ont des 2, ben, paradoxalement, le métal qui a le plus de chances de profiter du, du jeu de poker menteur des banques centrales, et ben ça sera l'argent, parce que l'argent, il a un retard en fait de valorisation par rapport à l'or. Voilà. Donc là, on le voit ici, hein, l'argent est dans une situation finalement plus fragile que, que le métal jaune. Alors sur le palladium, donc lui qui a explosé, hein, donc on a eu un bull trap, hein, suite à la déclenchement de la guerre d'Ukraine, le palladium a été chercher les 3500 l'once. Là, on n'est plus qu'à 2400, donc une très forte volatilité. Et là, le palladium, finalement, quand on regarde le long terme, hein, on revient au niveau finalement d'avant crise du Covid, hein. Le palladium revient à ses niveaux d'avant crise Covid. Là, on a un niveau intéressant sur le palladium, hein. Si on veut construire un portefeuille résilient contre la stagflation et qu'on ne croit pas trop au discours agressif des banquiers centraux, donc si les banques centrales se plantent dans leur politique de faire peur au marché pour montrer une certaine crédibilité à endiguer l'inflation, si on croit que cette politique va échouer, bah, le palladium peut être un très bon instrument pour jouer contre les banques centrales. Et je continue par le platine, hein, qui est à peu près dans la même situation. Le platine a moins profité de la crise ukrainienne, hein. On voit que l'envolée du platine suite avec le déclenchement de la crise ukrainienne a été beaucoup moins fort que le palladium, mais on a à peu près le même schéma. On a un platine qui est revenu à ses niveaux d'avant crise du Covid. Donc là encore, le platine, jouer le platine,
ça peut être intéressant si on veut parier sur le fait que les banques centrales vont perdre toute crédibilité sur les marchés. Bah, avoir du platine dans son portefeuille, ça peut avoir un certain sens. Là, on est quand même, hein, sur le platine, on arrive dans une zone de support assez intéressant. Alors j'ai fini sur les métaux précieux. Maintenant, je vais passer sur les matières premières, hein, donc les matières premières, donc hors métaux précieux, hein, donc les matières, on va dire, industrielles et alimentaires. Alors le pétrole, hein, le pétrole, alors certes, il corrige, hein, le pétrole, est revenu à ses niveaux d'avant invasion de l'Ukraine par la Russie, mais, la tendance haussière de long terme qui a commencé avec la fin de la crise du Covid, elle est clairement pas remise en question. Certes, les investisseurs qui ont acheté au plus haut, ont perdu clairement leur plume, mais là, on va arriver dans le dur, hein. Le pétrole va arriver sur la zone des 90 $, 90-95 $ le baril, et là, on va arriver à un niveau de support de long terme, hein. Le pétrole reste haussier sur, maintenant depuis plus de 2 ans, et là, en fait, ça va être assez intéressant. Ces niveaux, sont quand même des gros supports, donc soit on va rebondir sur ces niveaux pour repartir de l'avant, soit pour commencer à initier un changement de tendance, il faudra que le pétrole enfonce les 90, les 80, voire même les 70 $ le baril. Tant qu'on tient les 70, 80, 90 $ le baril, le pétrole, enfin la tendance haussière de long terme n'est pas du pétrole n'est pas remise en cause. Alors certes, ce qui a été cassé, c'est l'envolée exponentielle du pétrole. Ça, clairement, cette envolée a été cassée, elle a été brisée, mais la tendance haussière de fond, elle demeure intacte sur le pétrole. Alors le gaz naturel, alors là, c'est assez inquiétant. On voit que, bah, les sanctions, voilà, il y a des rumeurs cette fois-ci comme quoi les Européens, y compris les Allemands qui dépendent beaucoup du gaz russe, pourraient, heu, pourraient faire un embargo, décréter un embargo sur le gaz russe, et là évidemment, forcément, ça provoque une envolée des cours du gaz, parce que, ben, si autant le pétrole, ça peut se transporter par tanker, c'est on peut se détourner du pétrole russe, autant le gaz, c'est très, très compliqué parce que le gaz, comme vous le savez, c'est un gaz, c'est pas un liquide, contrairement au pétrole, c'est pas un fluide. Donc, pour pouvoir, hem, exploiter le gaz américain, si on décide de couper avec la Russie, bah, il faut liquéfier le gaz américain pour le transformer en liquide, le transporter via l'Atlantique via des méthaniers, et ensuite regazéifier le liquide en gaz pour l'Europe. Et donc ça, évidemment, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que tout ça, c'est très, très, très coûteux, et évidemment, ça provoque évidemment une montée des prix du gaz. C'est d'un point de vue physique, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il faut de transporter du gaz que de transporter un liquide ou un solide. Alors que le gaz russe, lui, bah, il suffit qu'il passe par des pipelines et c'est bon, il y a pas besoin de le transformer en liquide. La seule manière pour rivaliser avec le gaz russe, ça serait de construire des pipelines sous l'Atlantique. Mais bon, enfin bon courage, hein, pour, faire passer du gaz sous, un océan de 4000 kilomètres. Bah, c'est pas demain la veille, quoi. Donc voilà, donc le temps que les sanctions, les menaces d'embargo avec la Russie continuent, bah, le prix du gaz continue à être, soutenu et à être porté vers des nouveaux records. Alors sur le cuivre, bah, le cuivre, bah, il continue, hein, à monter, à pousser progressivement, et là on est à des niveaux, on va arriver à des niveaux, on a une grosse résistance ici qui est le niveau des 50 000. Alors si jamais la résistance des 50 000 casse, bah, le prix du cuivre pourrait, pourrait vraiment s'envoler beaucoup, beaucoup plus haut.
Donc pour le moment, les 50 000 tiennent le coup et ça, c'est plutôt voilà, ça permet un petit peu au cuivre finalement de consolider sous cette résistance. Attention, hein, le cuivre, je rappelle, hein, au-delà de la spéculation, le cuivre est très, très, très utilisé dans beaucoup de, de produits, manufacturés. Donc si jamais les cours du cuivre explosent, ça sera pas du tout bon pour l'inflation. Donc ça c'est vraiment à surveiller de très, très près, hein. Il faut surveiller, hein, cette zone, hein, des 50 000, hein. Si les 50 000 cassent, on pourrait avoir ça pourrait être chaud. Alors, je continue sur le nickel. Alors le nickel, en gros, il y a eu, une envolée spéculative sur le nickel lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis, le nickel a fortement, corrigé par la suite. Par contre, ce qui est quand même inquiétant, c'est que, le niveau d'équilibre, tend à se situer à 33 000. Alors on n'est plus du tout à 100 000, hein, à 33 000, mais le nouveau niveau d'équilibre du nickel reste quand même de 10 000 points au-dessus de ce qu'il était avant la crise ukrainienne. Donc là, c'est pareil, hein, alors certes, ceux qui ont voulu, spéculer ici, ils ont été ruinés, hein, ceux qui ont investi à 100 000, les investisseurs qui ont investi à 100 000, clairement, ils ont été ruinés, mais globalement, les investisseurs de long terme qui étaient rentrés sur le nickel bien avant, aujourd'hui, ils sont quand même largement gagnants. Mais là encore, hein, pour l'économie, on a quand même un nickel qui tend à se stabiliser à des niveaux, qui sont quand même, 30 au-dessus de ce qu'ils étaient avant la crise, ukrainienne et ça, c'est pas non plus bon pour l'inflation, hein. Beaucoup de produits sont fabriqués à base de nickel et ça, c'est pas forcément, terrible. Alors le blé donc ça, c'est aussi, inquiétant, certes, hein, le blé a connu une grosse explosion suite à la crise ukrainienne. Mais là, en fait, alors le blé a corrigé, hein, depuis, mais là encore, le blé tend à se stabiliser à quand même à un niveau de 20 au-dessus de ce qu'il était avant la crise ukrainienne, sachant que déjà avant même le déclenchement de la crise ukrainienne, le blé était dans une tendance haussière. Et ça c'est quand même, heu, important, un warning. Beaucoup de crises alimentaires, de révolutions ont démarré avec l'explosion des prix des matières premières alimentaires. On fait jamais la révolution le ventre plein, c'est souvent des pénuries alimentaires, des famines, des disettes qui vont déclencher des révolutions et pas l'inverse. La Révolution française, elle a au départ, les révolutionnaires français ne demandaient pas la tête du roi. Ce qu'ils voulaient, c'était du pain. Et de proche en proche, la crise alimentaire a commencé avec des révoltes, des jacqueries dans les campagnes, et ça s'est terminé par la révolution de 1789 et la chute de la monarchie. Donc ça, il va falloir vraiment surveiller cela, parce qu'il y a énormément de pays qui pourraient connaître de gros chocs politiques si jamais les prix des matières alimentaires ne baissent pas rapidement. Et même en Europe, on a quand même beaucoup de ménages modestes, aux revenus modestes, qui pourraient vraiment souffrir face à la flambée des prix de l'alimentation qui découlent du blé, notamment. Voilà, donc sinon, voilà, il va falloir surveiller cette zone des 1000 hein, pour le blé. Donc soit on arrive à la casser par le bas, mais là encore pour corriger, il faudra encore passer sous la moyenne mobile des 100 jours, hein. Vous voyez la même moyenne mobile des 100 jours en rose et la moyenne mobile des 50 jours en bleu. Donc il va falloir casser les 1000 puis les 2 moyennes mobiles et seulement à ce moment-là, on pourrait avoir des signes de détente des prix alimentaires. Mais pour le moment, même si on a corrigé par rapport au record historique, pour le moment, on va avoir de très fortes tensions sur l'inflation, notamment l'inflation alimentaire.
Donc voilà un petit peu pour les matières premières, et je vais terminer un petit peu ce panorama des marchés par les cryptos. Alors le Bitcoin, bon bah il n'y a pas eu grand-chose, hein, on a eu une semaine de sereine consolidation, donc qui amène le Bitcoin vers une forte zone de support, hein, vers les 40 000 $. Donc paradoxalement, finalement, les cryptos sont les actifs qui ont la volatilité relativement, hein, la plus basse. Quand on regarde ce qui se passe sur les taux, on a des envolées de taux qu'on n'a jamais vues depuis 30 ans. Sur les actions, on a quand même un marché qui fait preuve de beaucoup de nervosité. Sur les cryptos, il y a pas grand chose, hein. Si on regarde les cryptos, vous voyez la crise d'Ukraine là, c'est très très peu volatile, hein. Les envolées et les chutes du Bitcoin qu'on a eu avant, bah, finalement depuis la crise ukrainienne, il n'y a pas grand chose, hein. Le Bitcoin ne fait pas grand chose. Il tend quand même à bien résister sur la zone des 40 000 points, hein. Donc ça c'est plutôt les 40 000 $, ça c'est plutôt positif. Et là encore, on est à des niveaux, alors attention, hein, je ne donne pas de conseils d'investissement, mais on est à des niveaux qui peuvent être des niveaux d'achat, des niveaux d'entrée, dans l'hypothèse où on ne croit pas à la crédibilité des banquiers centraux. Si on pense que les banques centrales n'ont pas joué au poker, qu'elles prétendent avoir des as alors qu'elles ont un carré de 2, euh, bah, c- jouer les cryptos par défiance envers les banques centrales, ça peut être une bonne stratégie parce qu'on a des points d'entrée qui peuvent devenir intéressants. Alors attention néanmoins à la régulation. Vous voyez un peu les Américains, les Européens, il suffit que la Fed déclare que le Bitcoin est illégal pour provoquer un effondrement des cryptos. Donc là encore, hein, attention, hein, ne pas faire heu, de all-in, sur le bitcoin, hein, c'est dans tous les cas, moi je déconseille clairement de faire un all-in sur un actif quel qu'il soit, et encore moins sur le bitcoin. Néanmoins, dans une stratégie de diversification, le bitcoin arrive à des niveaux, on va dire, intéressants, pour finalement, jouer contre les banques centrales. Et c'est un peu la même chose pour l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui a réussi à passer la zone des 3 000 $ et qui se situe là encore à des niveaux, heu, qui peuvent être intéressants à jouer comme point d'entrée, là encore, pour se protéger des risques de crise monétaire, notamment si la crédibilité des banques centrales venait à être mise en question. Donc voilà un petit peu, j'ai fini ce petit panorama des marchés. Alors heu, en conclusion, les marchés réagissent de manière schizophrène face au changement de ton des banques centrales. Alors on a des marchés obligataires qui clairement enregistrent leur pire performance depuis près de 30 ans. On n'a jamais vu des taux augmenter aussi vite depuis près de 30 ans. Et ça a des impacts non négligeables. Donc clairement, on a finalement des marchés obligataires qui prennent très très au sérieux les perspectives de hausse des taux des banques centrales. Donc les marchés obligataires, clairement, ils se mettent au garde à vous face à Powell. Ils price de fortes remontées des taux. Mais bizarrement, on a des marchés de matières premières qui, pour le moment, semblent peu souffrir des menaces des banques centrales. Parce qu'en réalité, si on pense que les banques centrales vont aller jusqu'au bout de leur politique de resserrement monétaire, les matières premières devraient s'écrouler. Le prix des matières premières devrait s'écrouler, hein. Je rappelle, lorsqu'au début des années 80, Paul Volcker a monté les taux, il a monté les taux à 20%, l'or a perdu plus de 50% de sa valeur. 50% de sa valeur, c'est énorme. Et l'or, c'est un métal qui est quand même, je ne vous parle même pas de l'argent qui avait perdu, je crois, 80% de sa valeur, hein, de mémoire, mais même l'or a perdu 50% de sa valeur.
le pétrole, on a eu un contre-choc pétrolier, un krach pétrolier, au moment où Volcker a monté les taux. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'on a un mouvement de montée des taux qui est une vitesse de montée des taux qui est presque aussi rapide que au début des années 80 et au début des années 90, mais bizarrement, le, le prix des matières premières, finalement, réagit assez peu. Pareil, un autre marché qui visiblement résiste étonnamment bien aux, aux déclarations assez hawkish, faucon des banques centrales, qui est le marché des actions. Le marché des actions résiste vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, une personne que je suis beaucoup, j'en ai déjà parlé, qui est étonnée par ce mouvement de résistance, qui est Philippe Béchat, hein, qui suit les marchés depuis déjà de très, très, très nombreuses années. Bah, lui-même, il est très, très surpris par cette très, très bonne tenue des marchés actions. On a un CAC 40 qui certes est à maintenant plus de 10% de ses records historiques, mais on est quand même à 6500 points. Je rappelle que 6500 points, c'était le niveau du CAC 40 à l'automne dernier, donc il y a quelques mois, alors qu'il n'y avait ni la guerre en Ukraine et qu'on avait des taux qui étaient à 120 points, 120 BP en dessous du niveau d'aujourd'hui. Donc 6 mois après avoir tapé les 6500 points, on a une guerre aux portes de l'Europe, on a des taux d'intérêt qui ont pris 120 points de base, et on a un CAC 40 qui, malgré tout ça, finalement, résiste très très bien. Et donc ça, c'est assez étrange parce que, voilà, on a d'un côté les, les marchés obligataires qui croient aux menaces de resserrement de politique monétaire des banques centrales, et de l'autre, des marchés de matières premières et des actions qui visiblement n'en ont rien à battre. Donc en gros, on a l'impression que les obligations, enfin que les gérants obligataires pensent que les banques centrales, elles ont une paire d'as, pour reprendre un terme de poker, et de l'autre, les marchés actions ou les marchés matières premières qui se disent, de toute façon, les banques centrales bluffent, en réalité, elles pensent avoir un carré d'as alors qu'elles ont des deux, et qu'elles vont vraiment pas faire grand chose. Donc ça, on a vraiment voilà, on a vraiment un bras de fer qui se fait entre les différents marchés. Alors pour moi, néanmoins, même si les marchés actions résistent, le juge de paix, ça va être le marché immobilier. Alors pourquoi? Les taux de crédit des banques sont très corrélés aux taux gouvernementaux français, avec un retard. C'est-à-dire que, en général, quand les taux montent, quelques semaines, quelques mois après, les banques répercutent la hausse des taux sur les emprunteurs immobiliers. À l'inverse, quand les taux baissent, quelques semaines, quelques mois après, les banques répercutent la baisse des taux de crédit immobilier. Donc les taux d'intérêt français et les taux de crédit auxquels les banquiers prêtent aux particuliers qui veulent acheter un bien immobilier sont corrélés avec un retard, avec un lag, ce qu'on appelle un lag. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une règle qui est quasiment immuable. Si demain, les taux français sont à 3%, n'imaginez pas que vous allez faire un crédit, acheter votre bien immobilier à un taux à 1%. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, aux yeux du banquier, l'État français reste beaucoup plus fiable que vous en tant que particulier, ce qui est logique. L'État a une capacité de lever des impôts. S'il y a un problème, il peut monter les impôts, il peut faire beaucoup de choses. Vous, en tant que particulier, votre marge de manœuvre, elle est beaucoup plus faible. Votre rating, votre note de crédit, elle est inférieure à l'État français. Donc, avec cette hausse des taux que l'on a observée, ben, malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle que je vous annonce, les taux des crédits immobiliers vont augmenter dans les prochains mois. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi j'ai fait une petite simulation, hein, moi-même j'ai travaillé dans la banque. Voilà ce que donnerait la capacité d'emprunt
d'un ménage qui gagne 3500 € par mois, on suppose d'un ménage qui gagne 3500 à 2, et qui souhaite emprunter sur 25 ans. Et ben avec les taux aujourd'hui, on a des taux à 1%, une assurance à 0,30%, et ben ce ménage qui gagne 3500 € net par mois peut emprunter 292 000. Si les taux français qui ont pris 1,4%, ça c'est acté, c'est fait, les taux français ont pris 1,4%. Donc je vous renvoie au graphique que j'ai présenté en début de cette présentation. Les taux français ont pris 1,4%. Donc, il y a fort à parier que dans les prochains mois, les taux d'emprunt des crédits immobiliers ne seront plus de 1%, mais ils seront de 2,4%. L'évolution des taux auxquels les banques vous prêtent suivent l'évolution des taux auxquels l'État français s'endette. C'est logique, c'est ce qu'on appelle les spreads de taux. Et là, j'ai fait une petite simulation. Si jamais, plutôt quand les taux seront à 2,4%, donc les taux auxquels les banques vous prêteront pour acheter votre bien immobilier seront à 2,4%, votre capacité d'emprunt sera plus que de 251 000 €. On va passer d'une capacité d'emprunt de 292 000 € à une capacité d'emprunt de 251 000 €, soit une chute de 41 000 € de votre capacité d'emprunt, ce qui représente 16,4%. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que les marchés actions tiennent très très bien le coup, certes. Pourquoi? Parce que on a des gens notamment comme Elon Musk, comme Bernard Arnault, qui ont une capacité de tenir les marchés, de tenir leur cours de bourse. Par contre, la crise, elle pourrait arriver non pas du marché action, mais elle pourrait très très bien arriver via le marché immobilier. Parce que on peut tenir le marché action, par contre tenir le marché immobilier, à part peut-être dans certains quartiers, certains quartiers de Paris, certes, mais si vous prenez l'immobilier en France, bah, il n'y a pas que des riches qui achètent de l'immobilier en France. C'est le ménage moyen qui est obligé de faire son crédit qui va acheter. Or, si vous avez des taux d'emprunt qui montent de 1,4%, vous allez avoir la capacité d'emprunt qui va perdre 16,4%, et in fine, vous avez un potentiel de baisse des prix de l'immobilier de quasiment, on va dire, 15%. Donc on a là, rien qu'avec la hausse des taux que l'on s'est pris, des taux français que l'on s'est pris, il y a un potentiel de baisse de l'immobilier sur la France de 15%. Et ça, une baisse des prix de l'immobilier de 15%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça veut dire que la valeur finalement du patrimoine immobilier va baisser. Et il ne faut pas oublier que les biens immobiliers servent de ce qu'on appelle de collatéral, finalement de garantie aux banques. Souvent les acheteurs immobiliers mettent leur logement comme garantie pour rembourser leur crédit, enfin, en cas de problème, enfin, pour que la banque se serve sur le bien en cas de problème. Donc si la valeur des biens immobiliers baisse, bah, la valeur des garanties qu'ont les banques va baisser, et donc du coup cela va aussi fragiliser les banques. Parce que l'immobilier sert finalement de gage aux banques qui se servent sur les biens si jamais les emprunteurs n'arrivent plus à rembourser leur crédit. Et si la valeur de ces biens chute à cause de la remontée des taux, bah cela va fragiliser le système bancaire français et européen. Et in fine, qui dit fragilisation du système bancaire, dit risque de baisse des actions bancaires et, par contagion des marchés actions. C'est ce qu'on a eu en 2008 avec la crise des subprimes. Et là, avec cette forte remontée des taux, on pourrait très très bien avoir finalement un craquement de la bourse, non pas directement à cause de la hausse des taux ou à cause de la crise ukrainienne, mais à cause du marché immobilier. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à surveiller. Voilà, il faut, à mon avis, surveiller. Alors si vous êtes particulier, hein, faites l'exercice, essayez un petit peu de contacter vos banques pour regarder un peu comment évoluent les taux d'emprunt
immobilier. Et ça, à mon avis, ça pourrait donner une forte indication de comment évoluera le marché immobilier et comment évoluera l'économie française, hein, quand la pierre va, tout va. Comment évoluera l'économie française et comment évolueront le prix des actions. Donc voilà un petit peu sur ce point de marché, hein. Donc là encore, hein, en résumé, voilà. Est-ce que vous pensez que les banques centrales, elles bluffent, qu'elles disent qu'elles vont monter les taux, alors qu'au final, elles font rien? Leur but, c'est juste de faire baisser les anticipations d'inflation. Première question. Deuxième question, si jamais l'inflation ne baisse pas, mais que les marchés commencent vraiment à baisser, que l'économie commence à ralentir, est-ce que les banques centrales, elles vont aller jusqu'au bout en, en montant quand même les taux pour tuer l'inflation, comme elles l'ont fait aux années 80, ou est-ce qu'elles vont faire marche arrière en sacrifiant la valeur de la monnaie, c'est-à-dire en laissant l'inflation détruire progressivement la valeur de la monnaie? Donc ça, c'est quand même des questions de fond auxquelles j'ai pas officiellement la réponse. Alors moi, j'ai mon idée là-dessus, hein, je ferai sans doute une vidéo là-dessus, mais pour le moment, en tout cas, les marchés n'ont pas encore tranché. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce point de marché, hein. Là, je vais attaquer un peu sur mon portefeuille, sur ce qui s'est passé sur mon portefeuille personnel. Hem, bon, au niveau des plus-values réalisées, bah, je continue, voilà, un petit peu à réaliser progressivement des plus-values. Alors j'ai pas réalisé énormément de choses, hein, cette semaine. Vous voyez, hein, j'ai dû réaliser, à peu près une vingtaine d'euros de plus-value, hein, donc j'ai pas fait grand-chose. Voilà, il faut savoir, il faut être humble, il faut savoir ne rien faire, hein, en bourse. Et là, quand je vous mets la photo de mon portefeuille de plus ou moins value latente, j'ai clairement pas été très actif cette semaine. Alors j'ai énormément suivi les marchés, attention, j'ai énormément suivi les marchés, mais j'ai rien fait. Il faut savoir ne rien faire dans certaines situations. J'ai juste réduit mon exposition sur le CAC 40, hein. J'ai hedgé, ce qu'on appelle, j'ai protégé mon portefeuille boursier du CAC 40 en prenant des positions vendeuses. Et j'ai réduit l'exposition globale de 40% sur le CAC 40. Et ça, en fait, ça m'a permis en fait de baisser, là vous voyez ici, de baisser mon point mort sur le CAC 40, hein, qui était à peu près à 6000, 6560. Et là, mon point mort, mon break-even sur le CAC 40 est à 6472. Donc vous voyez, je gagne encore de l'argent sur le CAC 40 parce que j'ai pris des positions, des couvertures sur le CAC 40. Et la deuxième chose que j'ai fait, alors là c'est plus technique, c'est que j'ai coupé mes positions sur l'Inde parce que en fait le CFD sur l'indice indien ne sera plus traité. Il va être retiré de la circulation comme actif traitable et du coup, bah, je l'ai vendu. J'avais des profits, hein, j'avais 25 € de plus-value là-dessus, donc je l'ai vendu pour acheter à la place un ETF sur le MSCI Inde. Voilà, donc pour lequel, pour le moment, j'ai 3 € de moins-value. Donc pas grand-chose. J'ai pas fait grand-chose cette semaine, donc j'ai quand même, hein, je suis plutôt content, hein, malgré la bourse qui tangue. J'ai quand même, hein, donc sur les 25 000 € investis, j'ai euh, j'ai, on va dire, une position cash de 25 293 €, 293 € de plus-value réalisée, et une valeur liquidative de 25 578 €. Donc c'est-à-dire que j'ai pour le moment une plus-value totale sur les 25 000 investis, j'ai une plus-value totale de 578 € sur 2 mois, donc ce qui est pas rien, hein, ça fait un peu plus de 2% de performance sur 2 mois. Bon, on est à un rythme de 1% de performance par mois. Bon, 1% par mois, ça fait un peu plus de 10%, 12% chaque année. Bon, c'est plutôt positif quand on voit ce qu'a fait la bourse depuis le début de l'année.
Donc je suis plutôt pas mécontent de moi. Alors j'ai pas fait grand-chose cette semaine, hein, en toute humilité, j'ai énormément observé les marchés, j'ai rien fait. Il faut savoir ne rien faire quand on est investisseur, hein, quand vous êtes investisseur, ne rien faire, c'est investir quand même, c'est un acte de gestion. Par contre, j'ai travaillé, donc à défaut de ne pas investir, j'ai trouvé du temps pour développer un outil de cartographie de mes expositions qui va me permettre de piloter ce que j'appelle mon money management et ma gestion des risques. Alors, ça c'est un outil que j'ai fait, c'est-à-dire que je prends en fait, vous voyez, ça c'est le portefeuille de trading que j'ai, hein, c'est vraiment c'est ce qui apparaît, hein, sur le compte de mon broker. Quand je prends ce portefeuille, je le copie dans un fichier Excel. Et en fait, dans le fichier Excel, j'ai fait des macros, j'ai développé tout un tas de fonctions qui me permet en fait de donner une photo de mon portefeuille, de mes expositions, qui est beaucoup plus facilement exploitable pour investir dans le futur. Donc vous voyez, les marchés ne m'ont pas vraiment inspiré cette semaine, hein. Ça montait, ça baissait, ça faisait pas grand chose. Bah, plutôt que de passer des ordres pour passer des ordres, au risque de me prendre des paumes, j'ai fermé la plateforme de trading et j'ai développé un outil qui me permet de gérer les risques. Vous voyez, il faut savoir, ça c'est important, quand on veut devenir libre financièrement, quand on veut sortir du salariat, il faut savoir ne rien faire. Ça, c'est très très important. Ça, c'est une grosse différence entre le salariat et l'investissement. Dans le salariat, vous ne pouvez pas rien faire. Si vous allez voir votre chef, vous dites, bah écoutez, moi, pendant une semaine, 2 semaines, j'ai médité, j'ai rien fait, j'ai médité, j'ai réfléchi à comment on peut améliorer les process. Bah, votre chef, il va devenir fou, hein. Il va s'arracher les cheveux. Quand vous êtes salarié, vous êtes toujours obligé d'être en mouvement, ou de montrer que vous êtes en mouvement. Quand vous êtes investisseur, il faut surtout pas faire ça. Si vous êtes investisseur, il faut surtout pas passer des ordres pour passer des ordres. Parfois, il faut savoir dire, bah, je suis pas inspiré, le marché ne m'inspire pas, je ne fais rien. Moi, c'est ce que j'ai fait, en toute humilité, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Par contre, j'ai pris le temps pour développer un outil qui permet de gérer mes positions. Et là, on voit, hein, vous voyez, ça c'est ce qui ressort de mon broker. C'est pas facile à lire, hein, vous voyez. Alors si vous voyez clairement mes plus-values et mes moins-values, c'est pas du tout facile de voir, bah, quelles sont mes principales expositions. Avec l'outil que j'ai développé, ben, en fait, on peut voir, hein, ben voilà, j'ai une exposition au marché obligataire, hein, au ATI et obligations américaines. J'ai des expositions actions. Donc, vous voyez, je suis pas très optimiste sur les actions, mais j'ai quand même des expositions sur les marchés actions, parce que les marchés peuvent nous surprendre. J'ai des expositions sur les métaux précieux. J'ai des expositions sur les matières premières, pétrole, gaz, cuivre, maïs, blé, cacao. J'ai des expositions sur les cryptos. J'ai des expositions de couverture sur les actions, hein, notamment le VIX. Et j'ai des expositions sur le Forex, notamment des expositions vendeuses euro contre franc suisse, livre sterling, dollar, yuan chinois, pour me protéger contre un risque de chute de l'euro. Et donc là, j'ai un portefeuille, voilà, qui est assez intéressant. Et en fait, ces graphiques montrent, en fait, c'est que bah, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour être diversifié. Moi, regardez, j'ai placé 25 000 euros. J'ai placé 25 000 euros. J'ai ma couverture totale euh, qui représente 2500 euros. Et regardez le nombre de positions que j'ai. J'ai des OATI, j'ai des Treasuries, j'ai du Dow Jones, du Nasdaq, du CAC 40, du Nikkei, de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'argent, du palladium, du platine, de l'or, du pétrole, du gaz, du cuivre, du maïs, du blé, du cacao, du bitcoin, de l'ether, du litecoin, du cardano, de l'EOS, du VIX, du yuan chinois, du dollar américain, du livre sterling, du franc suisse. J'ai tout ça comme position et en fait toutes ces positions, elles ne me consomment que 2500 euros de couverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec peut-être pas 2500 euros, mais ça veut dire qu'avec 5000 euros, 5000 euros c'est pas énorme, 5000 euros, eh ben vous pouvez acheter tout ça. Donc ça c'est quand même très très important, c'est que aujourd'hui, avec les moyens, avec les technologies que l'on a, il ne suffit, enfin, on n'est plus obligé
d'avoir des centaines de milliers d'euros pour investir de manière diversifiée. Vous voyez, avec quelques milliers d'euros, vous pouvez quasiment investir dans le monde entier avec très peu de frais. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, il faut s'y connaître. Moi, vous voyez, je travaille énormément, je fais des outils de cartographie des risques. Il faut s'y connaître, mais c'est possible. Aujourd'hui, les plateformes de trading, on n'est pas obligé de s'en servir comme un casino, on va spéculer, on va cliquer partout. On peut vraiment utiliser les plateformes de trading pour créer de véritables stratégies patrimoniales qui permettent de finalement de profiter de la hausse du pétrole, du gaz, des matières premières, où l'on peut directement investir sur la hausse de ces matières premières. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai mon portefeuille matières premières. Vous voyez, j'ai acheté du pétrole, du gaz naturel, du cuivre, du maïs, du blé, du cacao. Et toutes mes positions, vous voyez, elles sont dans le vert aujourd'hui. Vous voyez, donc tout ça, c'est important. Alors bien évidemment, il faut se former. Soit il faut se former, il faut passer du temps à lire, à comprendre, à lire des livres, à suivre des formations. Il y a de très très bons formateurs sur YouTube. Soit vous vous faites accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine qui connaît tout ce que je vous présente là. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui connaissent tout ça et qui pourront vous accompagner dans vos investissements. Mais aujourd'hui, et là je termine cette vidéo, aujourd'hui il y a deux choses à ne surtout pas faire. La première, c'est de ne rien faire, d'avoir du cash qui traîne comme ça sur votre compte. Surtout, il ne faut pas faire ça. Avec l'inflation qui nous arrive dans les dents, avoir des dizaines de milliers d'euros qui dorment sur vos comptes courants ou sur votre livret A, c'est un suicide. C'est de l'argent que vous allez perdre. Progressivement, il va perdre de sa valeur à cause de l'inflation. Donc ça, c'est la première chose à ne pas faire. La deuxième chose à ne pas faire, c'est d'investir dans l'urgence. C'est de vous précipiter pour acheter n'importe quoi par peur que votre monnaie, que vos avoirs, que votre épargne s'érode à cause de l'inflation. Ça non plus, il ne faut pas le faire. Il faut aussi prendre le temps de comprendre ce que vous faites, de construire une stratégie d'investissement. Donc soit vous vous formez et vous construisez vous-même votre stratégie d'investissement en vous formant. C'est possible, mais ça prend beaucoup de temps, de l'énergie, un peu d'argent, parce que les formateurs, il faut bien les payer. Soit vous faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous accompagner et vous aider à investir sur les marchés, sur l'immobilier, sur la défiscalisation, en fonction de votre appétence au risque, de vos projets patrimoniaux et de votre finalement de votre horizon à court, moyen et long terme. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point de marché, un petit peu long, mais j'avais des choses à dire. Voilà. En tout cas, on rentre dans une période qui va être très intéressante. On va avoir beaucoup de mouvements, à mon avis, sur les marchés. On va avoir beaucoup de mouvements sur l'inflation. On va avoir beaucoup de mouvements sur les taux. Et le comportement des marchés va être très très intéressant à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, moi je continuerai bien évidemment à vous tenir informé de ce qui se passe, de comment je perçois les choses, de mes stratégies aussi d'investissement. Ce fichier que vous voyez, ce tableau, maintenant je vais le mettre à jour chaque semaine. Maintenant que j'ai fini de le développer, je vais le mettre à jour chaque semaine, ce qui va vous permettre un petit peu de suivre mes stratégies d'investissement personnel. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end, un bon vote, voilà, de bonnes élections, un bon vote. Surtout, n'hésitez pas à aller voter, hein. Il y a eu on a eu il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans l'histoire qui sont mortes pour permettre à la démocratie de s'exprimer. Donc n'hésitez pas à aller voter, à manifester votre pouvoir, finalement votre pouvoir de décision par le vote. Voilà. Et moi en tout cas, je vous donne rendez-vous à dans une semaine pour un nouveau point de marché. Voilà. Bah écoutez, prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine, bon soin à vous et à vos proches, et à très bientôt. Au revoir.